À la fête de Noël, ma sœur a jeté un cadeau sur mon fils et a dit « Les enfants pauvres ne méritent que des cadeaux bon marché ». Mon fils a baissé la tête de honte. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Très bien. Alors je vais couper les paiements partagés de la carte et geler les cartes de crédit que tu utilises. Voyons à quel point tu es vraiment riche. » Son visage est devenu pâle. Mon père a crié « Ça suffit. Gardez la paix. » Mais je me suis levé et j'ai continué. Les lustres en cristal de la salle de banquet louée au centre-ville de Lyon scintillaient froidement au-dessus de nous, correspondant à l'atmosphère tendue de notre réunion de famille. Je m'appelle Chloé, et à 34 ans, j'ai réalisé ce soir-là à quel point j'avais laissé ma famille toxique piétiner mon amour-propre pour sauver les apparences. Ma sœur aînée, Sophie, est finalement entrée dans la pièce avec plus d'1 heure de retard, sans présenter la moindre excuse aux parents qui l'attendaient. Elle est passée devant moi, vêtue d'une robe de créateur coûteuse que j'avais payée, tout en serrant un paquet froissé dans sa main manucurée. Elle n'a pas pris la peine de saluer les invités ni même de me regarder avant de croiser le regard de mon fils de 9 ans, Léo, qui se tenait près du sapin de Noël. Au lieu de lui tendre le cadeau avec gentillesse comme le ferait une tante normale, elle a lancé la boîte à travers la distance qui les séparait, comme si elle jetait des restes à un chien errant. Le paquet a atterri avec un bruit sourd et pathétique à ses pieds, tandis que le brouhaha festif de la pièce s'est éteint dans un silence suffocant. Mon fils s'est accroupi pour déballer le papier avec des mains tremblantes, ne révélant qu'une figurine en plastique fragile qui était clairement un article promotionnel gratuit provenant d'un bac de solde. Ma sœur a ri assez fort pour que tout le monde dans la salle l'entende avant de prononcer les mots les plus cruels que j'ai jamais entendus de ma vie. Les enfants pauvres ne méritent que des cadeaux bon marché. Peut-être que quand ta mère aura un vrai travail, tu auras de vrais jouets. Elle pensait nous avoir humiliés avec succès en public, mais elle n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de prendre mon téléphone pour couper la ligne de vie financière qui soutenait toute son existence. S'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant pour voir exactement comment j'ai fait regretter à ma sœur privilégier chaque syllabe de cette phrase. Le silence étouffant qui s'est abattu sur la salle de banquet semblait plus lourd que les lustres de cristal suspendus au-dessus de nos têtes. La plupart des gens dans la pièce s'attendaient à ce que je fonde en larmes ou que je commence peut-être une dispute criarde avec Sophie pour défendre l'honneur de mon fils. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir perdre mon sang-froid, car je savais qu'une réaction était exactement ce qu'elle voulait pour alimenter son drame. J'ai simplement fouillé dans ma pochette pour récupérer mon smartphone tout en maintenant un contact visuel direct avec son visage suffisant et expectant. Mon pouce a survolé l'icône de l'application bancaire qui contrôlait la ligne de vie financière que je lui avais stupidement étendue au cours des 6 dernières années. J'ai navigué à travers les invites de sécurité avec une précision calme qui m'a surprise moi-même, compte tenu de la rage qui bouillait dans mes veines. L'écran affichait la section de gestion des cartes de crédit où Sophie était listée en bonne place en tant qu'utilisatrice autorisée avec tous les droits de dépense. Le bouton pour lui retirer l'accès était d'un rouge vif et m'invitait à mettre enfin un terme à cet arrangement unilatéral. J'ai appuyé sur l'option de suppression sans la moindre hésitation ou regret dans mon cœur. L'application a demandé une confirmation finale pour s'assurer que je voulais révoquer tous les privilèges immédiatement. J'ai tapoté l'écran une dernière fois et j'ai regardé son nom disparaître de la liste des comptes comme si elle n'avait jamais existé. Le carillon électronique de sa pochette a percé le silence de la pièce moins de 10 secondes après que j'ai confirmé l'annulation sur mon écran. Sophie a sorti son appareil avec une expression ennuyée qui s'est rapidement transformée en un masque de pure panique. Elle a fixé la notification l'informant que la carte de crédit se terminant par 4589 avait été suspendue par le titulaire principal du compte. Ses yeux ont passé de l'écran à moi avec un regard d'incrédulité absolue, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais réellement osé la couper. Mon père a traversé la pièce en courant, le visage d'un rouge cramoisi profond, car il réalisait que la situation échappait à son contrôle. Il m'a attrapé le bras brutalement et a sifflé la même phrase éculée qu'il utilisait pour me faire taire depuis l'enfance, « Ça suffit, Chloé. Garde la paix. Ne gâche pas Noël pour une blague. » Je me suis dégagé de sa poigne avec une force qui l'a surpris avant de tourner l'écran de mon téléphone vers les parents stupéfaits. J'en avais fini de cacher la vilaine vérité sur la destination de mon argent durement gagné chaque mois, pendant qu'il prétendait que Sophie avait simplement des difficultés. J'ai commencé à lire l'historique des transactions à haute voix, d'une voix stable et assez forte pour atteindre le fond de la salle. Soins au spa, 380 €. Sac à main de créateur, 2400 €. Dîner gastronomique, 570 €. Elle a dépensé 4300 € de mon argent ce mois-ci seulement,
mais a donné à Léo un jouet à 5 €. Les murmures de notre famille élargie ont poussé Sophie à redresser sa posture dans une tentative désespérée de sauver sa dignité en ruine. Elle n'avait pas l'air honteuse de son vol, mais plutôt indignée que j'ai osé exposer son style de vie somptueux aux personnes qu'elle essayait d'impressionner. Elle s'est avancée, le menton haut, comme si elle était la victime d'une grande injustice. J'avais besoin de ces choses pour mon image. Tu as plein d'argent, alors pourquoi es-tu si avare? Sa question est restée en suspens dans l'air comme une odeur nauséabonde que personne ne voulait reconnaître. J'ai alors réalisé qu'expliquer la morale de base à une personne qui volait sa sœur pour acheter des sacs à main était une perte de temps totale. Je me suis tourné pour regarder mon mari, Vincent, qui aidait déjà mon fils, Léo, à enfiler son manteau d'hiver près de la sortie. Nous avons marché vers les portes doubles sans nous retourner vers le chaos qui éclatait derrière nous, alors que Sophie commençait à hurler à propos de sa carte refusée. Le son de sa voix s'estompant au loin a été le premier moment de paix que j'avais ressenti depuis des années. 20 minutes plus tard, le seul son à l'intérieur de notre voiture était le bourdonnement du chauffage luttant contre le froid hivernal. Le silence semblait lourd, car nous étions tous en train de digérer la cruauté dont nous venions d'être témoins dans la salle de banquet de l'hôtel. Vincent gardait les yeux sur la route enneigée devant lui tout en tendant la main en arrière pour serrer le genou de Léo dans un geste de solidarité silencieuse. Mon fils regardait par la fenêtre, le jouet en plastique toujours serré dans sa petite main, comme s'il essayait de comprendre pourquoi sa tante le détestait tant. Vincent a rompu l'atmosphère silencieuse d'une voix ferme mais assez douce pour réconforter un enfant au cœur brisé. Ne l'écoute pas, mon grand. Ce cadeau dit tout de son caractère et rien de ta valeur. Léo a hoché lentement la tête sans se détourner des lampadaires qui défilaient, mais je pouvais voir les larmes briller sur ses joues dans le rétroviseur. Voir mon enfant souffrir a déclenché un flot de souvenirs qui m'ont forcé à affronter comment j'avais permis à cette situation de dégénérer à ce point. J'ai fermé les yeux et laissé mon esprit voyager 6 ans en arrière, lorsque Sophie s'est présentée à ma porte avec des valises et une histoire larmoyante sur son divorce. Mes parents m'avaient immédiatement appelé pour implorer mon aide, car ils prétendaient que Sophie était trop fragile pour affronter le monde réel seule. Ils se sont assis dans mon salon et ont pleuré sur la nécessité de soutenir la famille dans les moments les plus sombres, quel qu'en soit le coup. Je me suis souvenu de ma mère me tenant la main et me suppliant de donner à Sophie une chance de se remettre sur pied après que son mari l'ait quittée. Ils m'ont convaincu de l'ajouter en tant qu'utilisatrice autorisée sur ma carte de crédit, avec l'accord strict que ce serait uniquement pour les urgences, comme l'essence ou les courses. J'ai accepté parce que je voulais être la bonne fille qui sauve la situation et maintient la famille unie pendant une crise. Les premiers mois ont été raisonnables, avec de petites dépenses pour le carburant et la nourriture que je payais sans me plaindre, car j'avais l'impression d'aider. Mais lentement, les transactions ont commencé à passer des nécessités au luxe, car Sophie a réalisé que je ne surveillais pas le compte d'assez près. Une facture d'épicerie de 45 € s'est transformée en un dîner de 190 €, et un plein d'essence est devenu une escapade d'un week-end dans un spa. Chaque fois que j'essayais d'en parler, mes parents me culpabilisaient pour me faire taire en disant que Sophie recommençait enfin à être heureuse. Je les ai laissés me manipuler parce qu'une partie de moi désirait désespérément leur approbation plus que je ne voulais protéger mon compte en banque. Je me suis tourné vers Vincent et j'ai finalement exprimé la douloureuse prise de conscience qui me rongeait la conscience depuis des années. Je pensais que si je payais pour tout, il nous traiterait enfin avec respect. J'avais tort. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot alors que le poids de ma propre folie s'abattait sur ma poitrine. J'avais dépensé des milliers d'euros pour acheter des sacs à main et des dîners pour une sœur qui ne pouvait même pas dépenser 10 € pour un cadeau de Noël décent pour mon fils. J'avais financé leur style de vie dans l'espoir qu'ils finiraient par me voir comme une personne digne d'amour plutôt que comme un simple portefeuille ambulant. Vincent a tendu la main par-dessus la console centrale pour prendre la mienne et la serrer fort pour me ramener à la réalité. Ils ne t'aiment pas, Chloé. Ils aiment ce que tu leur fournis. Ça se termine ce soir. Ces mots étaient vifs mais nécessaires, car ils ont transpercé le brouillard de déni dans lequel je vivais depuis plus d'une demi-décennie. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Léo, qui s'était finalement endormi contre la portière, épuisé par le tumulte émotionnel. J'ai su à ce moment-là que je n'enverrais plus jamais un centime pour soutenir Sophie ou les parents qui cautionnaient son comportement. Le trajet de retour a semblé plus long que d'habitude, mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de conduire vers un avenir qui m'appartenait réellement. 2 jours après le désastre de Noël, mon téléphone s'est allumé avec une notification de message qui m'a retourné l'estomac. Je m'attendais à une forme de représailles de la part de Sophie,
mais j'avais sous-estimé jusqu'où elle était prête à s'abaisser pour protéger son ego fragile. Ma meilleure amie, Juliette, m'a envoyé une capture d'écran d'une longue publication sur Facebook qui recueillait rapidement la sympathie de nos connaissances communes. La publication décrivait un récit déchirant où Sophie se présentait comme une mère célibataire en difficulté, abandonnée par sa sœur riche et sans cœur pendant les fêtes. Elle affirmait que j'avais coupé son soutien financier par pure méchanceté, parce que j'étais jalouse de sa popularité et de son esprit libre. J'ai lu les commentaires remplis d'étrangers me traitant d'égoïste et de cruel pour avoir laissé ma propre chair et mon propre sang mourir de faim dans le froid. La fabrication était si détaillée que, pendant un instant, j'ai presque admiré sa créativité, si elle n'avait pas été aussi destructrice pour ma réputation. Avant même que je puisse finir de traiter les mensonges, mon téléphone a commencé à sonner, le nom de Sophie clignotant de manière urgente sur l'écran. J'ai regardé Vincent, qui était assis en face de moi à la table de la cuisine, et je lui ai fait signe silencieusement d'écouter. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et j'ai démarré l'application d'enregistrement vocal sur mon ordinateur portable pour m'assurer que chaque mot serait documenté pour référence future. Sophie n'a pas perdu une seule seconde en politesse ou en excuse pour l'humiliation qu'elle avait causée à la fête. Sa voix était perçante et vibrait d'un mélange de rage et de désespoir qui m'a donné la chair de poule. Tu as intérêt à réactiver cette carte tout de suite, ou je dirai à tout le monde que tu as volé l'argent de l'héritage de maman et papa. Je vais te ruiner, Chloé. Vincent a écarquillé les yeux de choc face à l'audace de sa menace, mais il est resté silencieux pour ne pas interrompre les preuves que nous recueillions. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes nerfs, car je savais que perdre mon sang-froid maintenant ne ferait que jouer son jeu chaotique. J'ai parlé avec un calme qui l'a encore plus exaspéré, car elle a réalisé qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur mes émotions. Vas-y, Sophie. Publie ce que tu veux. J'ai 6 ans de relevé bancaire qui prouve exactement qui a volé qui. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil alors que la réalité de mes paroles commençait à s'imposer. Elle savait parfaitement qu'une expertise comptable de mes finances la révélerait comme un parasite plutôt que comme une victime. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre tirade et j'ai sauvegardé l'enregistrement en toute sécurité dans un dossier nommé « Preuve légale ». Vincent s'est penché en avant avec une expression sérieuse qui m'a indiqué qu'il pensait déjà plusieurs coups à l'avance pour protéger notre famille. Nous avons besoin d'un avocat, Chloé. Ce n'est plus juste un drame familial. C'est de l'extorsion et du harcèlement. J'ai hoché la tête en signe d'accord, car la situation avait dépassé de loin un simple différend familial à propos d'un cadeau de Noël. Sophie avait déclaré la guerre à ma réputation et était prête à utiliser le chantage pour retrouver l'accès à mon portefeuille. Nous avons passé le reste de la soirée à compiler des documents et des captures d'écran pour construire une forteresse de vérité contre son siège de mensonges. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, sachant qu'en traînant cela au grand jour, elle m'avait par inadvertance donné les munitions pour la couper définitivement. Le soir du Nouvel An, au lieu de célébrer avec du champagne, nous avons entendu des coups agressifs à notre porte d'entrée qui ont brisé l'atmosphère paisible de notre maison. J'avais hâte de commencer la nouvelle année avec Vincent et Léo, sans la toxicité qui accompagnait habituellement les fêtes. Je me suis dirigé vers l'entrée avec un poids dans la poitrine, car je savais exactement qui se tenait de l'autre côté du bois. J'ai ouvert la lourde porte pour découvrir mes parents debout sur le porche, l'air beaucoup plus vieux qu'une semaine auparavant. Ma mère tremblait dans son manteau fin tandis que mon père arborait une expression de colère désespérée que j'avais vue trop de fois. Ils m'ont bousculé pour entrer dans la chaleur du couloir sans attendre d'invitation, car ils croyaient toujours avoir autorité sur ma maison. Je les ai conduits dans le salon, où Vincent se tenait déjà, les bras croisés sur sa poitrine dans une posture protectrice. Mon père n'a pas perdu de temps en politesse avant de se lancer dans une tirade sur la façon dont je détruisais la structure familiale. Il arpentait le tapis en avouant que lui et ma mère venaient de vider tout leur compte d'épargne retraite. Ils ont admis avoir retiré des milliers d'euros en espèces au cours des derniers jours pour les donner à Sophie, car elle prétendait mourir de faim. Je les ai regardés avec un mélange de pitié et d'incrédulité, car ils s'étaient laissés manipuler par une femme qui portait des chaussures de créateur pour aller à l'épicerie. Ma mère s'est assise sur le bord du canapé, se tordant les mains et pleurant sur la façon dont Sophie menaçait de quitter la région s'il ne l'aidait pas. Ils lui avaient donné chaque centime qu'ils avaient économisé pour leur vieux jour, juste pour la garder à l'aise quelques semaines de plus. Maintenant que leur propre puits était à sec, ils étaient venus chez moi pour exiger que je rouvre le robinet financier que je venais de fermer. Mon père a cessé de faire les 100 pas et a pointé un doigt tremblant vers moi pour me livrer son ultimatum.
Paie juste la facture de carte de crédit de 14 000 € pour ce mois-ci, Chloé. C'est à ton nom, donc tu dois la payer de toute façon. Fais-le pour la famille. L'audace de sa demande m'a fait tourner la tête un instant, alors que je réalisais le pur sentiment de Dieu derrière ces mots. Il faisait référence à la dette massive que Sophie avait accumulée en décembre avant que je ne la coupe à la fête de Noël. Il voulait que j'absorbe tranquillement le coup de son égoïsme pour qu'elle n'ait pas à faire face aux conséquences de ses dépenses. J'ai regardé l'homme qui m'a élevé et j'ai réalisé qu'il se souciait plus de protéger les sentiments de son enfant chéri que de ma sécurité financière. J'ai fait un pas en avant et j'ai parlé d'une voix assez froide pour geler l'air entre nous. Je lui ai dit que je m'occuperais de mes obligations légales concernant la banque, mais que je ne contribuerais pas un seul centime pour restaurer le style de vie de Sophie. J'ai souligné que leur volonté aveugle de couvrir ses erreurs était la raison exacte pour laquelle elle était devenue un monstre qui s'en prenait à ses propres parents. Mon refus a poussé ma mère à pousser un grand sanglot qui ressemblait plus à un cri de douleur physique. Elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés, remplis d'accusation plutôt que de compréhension. « Comment peux-tu être si cruel envers ta propre sœur ? Elle n'a plus rien. Elle va perdre sa voiture. » Son appel à la sympathie est tombé dans l'oreille d'un sourd, car je savais exactement pourquoi Sophie était terrifiée à l'idée de perdre ce véhicule de luxe. La voiture était son symbole de statut, et sans elle, elle serait forcée de faire face à la réalité de sa médiocrité. J'ai alors réalisé que mes parents n'étaient pas réellement des victimes dans ce scénario, mais des participants actifs, accros au drame que Sophie créait. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai tenue grande ouverte pour signifier que la conversation était terminée, de manière permanente. Elle perd sa voiture parce qu'elle refuse de travailler. Et vous perdez votre fille parce que vous avez refusé de cesser de cautionner son comportement. S'il vous plaît, partez. Mon père a semblé vouloir argumenter davantage, mais la résolution d'acier dans les yeux de Vincent l'a fait reconsidérer son prochain mouvement. Ils sont sortis en traînant les pieds dans la nuit froide de l'hiver, marmonnant des jurons sur mon égoïsme et ma nature ingrate. J'ai fermé fermement la porte derrière eux et j'ai verrouillé le pêne dormant avec un clic satisfaisant qui a résonné dans le couloir silencieux. Je me suis retourné vers mon mari et mon fils, sachant que je venais de couper le dernier cordon qui me liait à leur dysfonctionnement. La nouvelle année commençait avec un cercle familial plus restreint, mais un cercle bâti sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Une semaine plus tard, le calme professionnel de mon immeuble de bureau au centre-ville de Lyon a été détruit par des cris qui ont résonné sur les sols en marbre poli. J'étais en train d'examiner un rapport marketing trimestriel lorsque la perturbation a commencé près des ascenseurs. L'atmosphère paisible de notre espace de travail d'entreprise n'était généralement rompue que par le doux bourdonnement des imprimantes ou des conversations feutrées sur les délais. Mon estomac s'est instinctivement noué, car la voix qui criait dans le hall ressemblait de façon terrifiante à celle qui avait gâché mon Noël. J'ai levé les yeux à travers les murs de verre de mon bureau pour voir Sophie passer en trombe devant le bureau de la sécurité sans s'arrêter pour s'enregistrer. Elle ne ressemblait en rien à la femme soignée qui avait piqué une crise à la salle de banquet de l'hôtel à peine 7 jours auparavant. Ses cheveux étaient emmêlés et tirés en un chignon désordonné qui soulignait les cernes sombres sous ses yeux. Elle portait un pantalon de survêtement et un manteau taché, ce qui était un changement choquant par rapport aux marques de créateurs qu'elle exigeait que je paie. Il était clair que sans mon soutien financier pour maintenir sa façade, elle s'effondrait à un rythme rapide. Elle s'est dirigée vers la réception avec une énergie frénétique qui a fait reculer mes assistantes de peur. Sophie a claqué ses mains sur le bureau de la réceptionniste avec assez de force pour renverser un pot à crayon avant de tourner son attention vers l'espace ouvert. Elle a balayé la pièce de ses yeux hagards jusqu'à ce que son regard se pose sur mon bureau, où j'étais assise, figée sur ma chaise ergonomique. Elle a pointé un doigt tremblant dans ma direction et a déchaîné un torrent d'accusations conçues pour détruire ma réputation professionnelle. Ma sœur est une voleuse. Elle a volé mon argent et m'a laissé mourir de faim. Sors d'ici et affronte-moi, Chloé. Toutes les têtes dans le bureau se sont tournées vers moi avec un mélange de choc et de curiosité alors que ces mots restaient en suspens. Une version plus jeune de moi-même se serait peut-être précipitée pour la faire taire ou essayer d'expliquer la situation à mes collègues, mais je savais que m'engager avec elle publiquement ne ferait que lui donner le récit de victime qu'elle cherchait si désespérément à construire. Je suis restée assise derrière mon bureau et j'ai délibérément tourné ma chaise légèrement loin de la fenêtre pour lui montrer qu'elle ne commandait plus mon attention. J'ai attrapé le téléphone fixe sur mon bureau et j'ai composé le numéro de la sécurité de l'immeuble d'une main ferme pendant qu'elle continuait de marteler la paroi de verre du hall. L'équipe de sécurité est arrivée en moins de 2 minutes, mais Sophie était déjà en pleine crise de larmes et de cris.
Elle racontait à quiconque voulait bien l'écouter que j'avais détourné le fonds de retraite de nos parents et l'avais laissé sans le sou. Les agents de sécurité ont essayé de l'escorter pacifiquement, mais elle s'est débattue contre eux et a crié qu'elle ne partirait pas tant que je ne lui aurais pas fait un chèque. L'agitation s'intensifiait si rapidement que le chef de la sécurité n'a eu d'autre choix que d'appeler le service de police local pour gérer l'intruse. 2 officiers en uniforme sont arrivés peu après et sont entrés dans la scène chaotique avec un air d'autorité qui a finalement fait taire les cris de Sophie. Elle a immédiatement essayé de les charmer en changeant son comportement, passant d'agresseur à victime sans défense. Elle leur a dit qu'elle essayait simplement de résoudre un différend familial et que c'était moi qui la harcelais en retenant ses fonds. Je suis alors sorti de mon bureau et je me suis approché calmement des officiers, mon téléphone à la main. J'ai joué l'enregistrement de sa menace d'extorsion de la semaine précédente sans dire un mot. Le son de sa voix menaçant de me ruiner si je ne la payais pas a rempli le hall silencieux. Les officiers ont écouté l'enregistrement, puis ont regardé la femme débraillée qui s'introduisait actuellement sur une propriété privée. L'un des officiers a sorti une paire de menottes et a demandé à Sophie de se retourner et de placer ses mains derrière son dos. Elle a halté d'horreur alors que le métal froid se refermait sur ses poignets devant un public de mes pairs. L'officier lui a parlé d'une voix ferme qui ne laissait aucune place à la discussion ou à la négociation. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour intrusion et trouble à l'ordre public. Si vous revenez ici, vous serez arrêté immédiatement. » Sophie m'a regardé avec des yeux écarquillés de trahison, comme si elle ne pouvait pas croire que je l'avais réellement laissé faire face aux conséquences. Elle a été conduite hors du bâtiment, passant devant les rangées de bureaux où mes collègues se tenaient, jugeant silencieusement son comportement. Je l'ai regardée disparaître dans l'ascenseur et j'ai ressenti un profond sentiment de finalité s'installer en moi. Mon patron s'est approché et a posé une main rassurante sur mon épaule pour me dire qu'il soutenait toute action en justice que je devais entreprendre. J'ai réalisé à ce moment-là que Sophie avait essayé de détruire ma carrière, mais qu'elle n'avait réussi qu'à détruire la dernière once de pitié que j'avais pour elle. 3 semaines se sont écoulées depuis l'incident à mon bureau, et le silence de mon côté était absolu. Mes collègues étaient rapidement passés à autre chose après le spectacle que Sophie avait créé dans le hall, mais le souvenir de son désespoir persistait dans mon esprit. J'ai décidé cet après-midi-là de m'asseoir à mon bureau avec une tasse de café et la détermination de finaliser ma libération. J'ai passé les heures suivantes à passer méthodiquement en revue chaque dépense récurrente liée à mon compte bancaire. J'ai réalisé avec un sentiment de frustration croissant à quel point mes finances étaient devenues enchevêtrées avec la vie quotidienne de mes parents au fil des ans. J'ai commencé par annuler le forfait téléphonique familial premium que je payais depuis l'obtention de mon diplôme universitaire, qui couvrait 4 lignes, y compris les données illimitées de Sophie. Le suivant sur la liste était la police d'assurance automobile complète qui protégeait les 2 véhicules de mes parents, même s'ils étaient parfaitement capables de la payer eux-mêmes. J'ai même retrouvé des abonnements plus petits comme les comptes de streaming familiaux pour Netflix et Amazon Prime que Sophie utilisait pour regarder des séries en rafale alors qu'elle refusait de chercher un emploi. Chaque clic sur le bouton d'annulation me donnait l'impression de retirer physiquement un poids lourd qui était attaché à mon dos depuis une décennie. Alors que je fermais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré avec un message d'une cousine éloignée qui habitait à quelques villes de mes parents. Elle m'a informé qu'elle était passée devant l'immeuble de Sophie plus tôt ce matin-là et avait vu une dépanneuse emporter sa berline de luxe. La banque n'avait apparemment pas perdu de temps pour reprendre possession du véhicule une fois que le paiement mensuel avait cessé de provenir de mon compte. J'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour Sophie, mais pour le gaspillage de potentiel qu'elle représentait, car elle avait choisi la fierté plutôt que la stabilité. Vincent est entré dans la pièce en portant un panier de linge et s'est arrêté en voyant l'expression de concentration intense sur mon visage. Il a posé le panier et s'est approché pour se tenir derrière ma chaise tout en regardant la liste des services annulés sur mon écran. Il a posé une main chaude sur mon épaule et m'a posé une question qui avait plus de poids qu'il n'y paraissait. « Es-tu sûr de ça ? Une fois que tu annules, il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai levé les yeux vers lui et j'ai vu le soutien indéfectible dans son regard qui m'avait donné la force de me défendre enfin. J'ai pensé aux années de manipulation et de culpabilisation que j'avais endurées simplement parce que je partageais un ADN avec des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme une fille. Un sourire sincère s'est dessiné sur mon visage pour la première fois depuis des semaines, car j'ai enfin compris que je ne perdais pas une famille, mais que je gagnais ma liberté. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. J'en ai fini de payer pour leurs erreurs. Les retombées de ma décision se sont propagées dans la vie de mes parents plus rapidement que je ne l'avais prévu dans les jours qui ont suivi.
J'ai entendu dire par des oui-dire que mon père avait été contraint de mettre en vente son chalet à la montagne bien-aimée pour obtenir rapidement de l'argent. Ma mère avait commencé à vendre des pièces de sa collection de meubles anciens pour payer les intérêts des prêts à haut risque qu'ils avaient contractés pour Sophie. Ils se démenaient pour boucher les trous d'un navire en perdition que j'avais écopé pour eux pendant des années. J'ai observé leur lutte à distance, mais je ne suis pas intervenu, car je savais que les sauver à nouveau ne ferait que prolonger leur dysfonctionnement. Au moment où le printemps est arrivé, la neige avait fondu, tout comme la culpabilité que je portais. Le dégel de la glace semblait refléter la transformation qui s'opérait au sein de ma propre maison, où l'atmosphère était passée d'une anxiété constante à une paix sereine. Nous nous préparions à célébrer le 10e anniversaire de Léo dans notre jardin, qui commençait enfin à fleurir avec les premières fleurs colorées de la saison. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine, regardant Vincent accrocher des serpentins aux chaînes tandis que Léo courait en riant avec ses amis de l'école. Il n'y avait aucune tension dans l'air et aucun regard terrifié vers l'allée, se demandant si un membre de la famille allait se présenter pour gâcher la journée. La fête contrastait vivement avec la désastreuse réunion de Noël qui avait déclenché ma libération quelques mois plus tôt. Nous n'avions invité que des personnes qui aimaient sincèrement notre fils pour ce qu'il était, plutôt que pour ce qu'elles pouvaient obtenir de lui. Il n'y avait pas de tenue de créateur coûteuse ni de grands gestes de richesse pour impressionner qui que ce soit, car nous ne ressentions plus le besoin de nous donner en spectacle. Léo a reçu des cadeaux réfléchis et appropriés pour son âge, comme des livres et des kits scientifiques, qu'il a ouverts avec un enthousiasme sincère. Je l'ai regardé serrer ses amis dans ses bras et j'ai senti une boule se former dans ma gorge, car j'ai réalisé à quel point il était plus heureux sans l'ombre de sa tante planant sur lui. Le silence de mes parents et de Sophie avait été strictement maintenu de mon côté, malgré leurs nombreuses tentatives pour percer la forteresse que j'avais construite. Cependant, les nouvelles voyagent vite dans une communauté comme la nôtre, et j'ai finalement appris le sort de la sœur qui s'était autrefois moquée de mon fils parce qu'il était pauvre. Une voisine a mentionné nonchalamment qu'elle avait vu Sophie travailler au guichet du service au volant d'un restaurant de restauration rapide local, à quelques kilomètres seulement de mon bureau. L'ironie de la situation était presque poétique, compte tenu de la fréquence à laquelle Sophie dénigrait les travailleurs des services pendant qu'elle dépensait mon argent dans des restaurants de luxe. Elle effectuait maintenant le travail même qu'elle avait jugé indigne d'elle pour survivre à la réalité qu'elle avait créée. J'ai également appris que mes parents avaient été contraints de réduire considérablement leur train de vie après avoir vendu leurs biens pour couvrir les dettes laissées par Sophie. Ils menaient une vie tranquille et isolée, car ils n'avaient plus les moyens financiers de maintenir les apparences auprès de leur cercle social. Savoir qu'ils luttaient ne m'a pas apporté de joie, mais cela a renforcé ma conviction que j'avais pris la bonne décision en m'éloignant. Mon propre compte en banque prospérait pour la première fois de ma vie d'adulte, car j'investissais dans mon propre avenir au lieu de subventionner leurs mauvais choix. Vincent et moi discutions même de planifier de vraies vacances en Asie pour l'été, chose que nous avions reportée pendant des années en raison d'obligations familiales. Le plus beau cadeau que je me suis fait a été de réaliser que je n'étais pas responsable de sauver des gens déterminés à se noyer. J'ai regardé une dernière fois la fête d'anniversaire et j'ai vu Léo souffler les bougies de son gâteau, entouré de gens qui l'acclamaient. Je suis sorti par la porte arrière pour rejoindre ma famille, le cœur léger et la conscience tranquille. Le chapitre de ma vie défini par l'obligation était officiellement clos, et les pages à venir étaient blanches, attendant d'être écrites avec joie. Apprendre à établir des limites fermes avec les membres toxiques de la famille est l'acte ultime d'amour-propre. Nous sommes souvent conditionnés à croire que l'ADN partagé nous oblige à endurer les abus et l'exploitation financière sans nous plaindre. Cependant, la vraie famille se cultive par le respect mutuel et l'amour sincère, plutôt que par la manipulation et la culpabilité. Vous devez donner la priorité à votre propre santé mentale et au bien-être de vos enfants avant les exigences de ceux qui refusent de grandir. S'éloigner n'est pas de la cruauté, mais plutôt une étape